Bonjour Denis Massiglia. Bonjour Aïcha. Vous êtes président du CNOSF. Depuis 10 ans, dans mon 3e mandat, effectivement. Alors à quoi consiste le CNOSF? Alors, le CNOSF a 2 missions essentielles. La première lui est donnée par le CIO, le Comité international olympique, qui lui confie le soin d'être le garant des valeurs, des propriétés olympiques sur le territoire français. Et la deuxième mission est donnée par la loi française. Le CNOSF est le représentant légal du mouvement sportif, dont j'ai beaucoup de fierté toujours à dire qu'il est le premier des mouvements associatifs avec près de 180 000 clubs, 17 millions de personnes licenciées, 90 fédérations qui regroupent ces clubs et pratiquement 3 millions de bénévoles qui les animent. Et quelles sont les mesures mises en place pour réussir au mieux les JO? Pour réussir mieux, donc déjà, le fait de jouer à domicile va compter. Oui. Mais au-delà de ça, on est parti du principe que, vu que chaque fédération a su mettre sur pied un système d'accession au haut niveau, et il y a effectivement un parcours d'excellence sportive qui a été mis en place par chaque fédération. Donc maintenant, il faut permettre aux athlètes de plus haut potentiel d'accéder à la plus haute marche du podium. Bon, pour cela, il faut faire ce qu'on pourrait appeler du cousu humain, donc permettre à chacun de disposer du petit détail qui à la fin va faire la différence entre la place de finaliste et la médaille, ou la médaille d'argent et la médaille d'or. Peut-être aussi, et c'est une question qui est à l'étude, permettre à chaque athlète dont le potentiel a été identifié de trouver des conditions de vie qui lui permettent d'être le plus professionnel possible. C'est-à-dire qu'il va falloir aider, ce que les Anglais ont fait, chaque athlète à avoir une situation professionnelle qui lui permette de ne pas avoir d'autres soucis que celui de l'entraînement, de la récupération et de la performance. Je pense que les Français vont attendre beaucoup de leurs athlètes, et c'est normal, lorsqu'on fait une épreuve aussi importante que celle des Jeux Olympiques à domicile, c'est pour créer de l'émotion, de la fierté, de l'identité. Et donc on va avoir tout un peuple derrière ces athlètes. On a parlé de 80 médailles. Très sincèrement, je n'ai pas envie de parler d'objectifs chiffrés. Ce qu'on s'est fixé par contre comme priorité, c'est de faire passer les performances de finalistes vers des médailles et les performances de médailles d'argent et de bronze vers des médailles d'or. Aujourd'hui, notre étiage se situe autour d'une quarantaine de médailles, dont une dizaine en or. Demain, il faut que le pourcentage de médailles d'or soit au moins égal au tiers des médailles, et puis que l'on puisse espérer avoir un nombre de médailles plus conséquent. Voilà, donc, je n'ai pas envie aujourd'hui de parler d'objectifs chiffrés, j'ai plutôt envie de parler d'ambition. On a une ambition de réussir ces Jeux avec toutes les fédérations qui seront impliquées pour qu'on soit effectivement performant. On a envie de faire rêver les Français, c'est normal. Alors on ne va pas se comparer aux États-Unis ni même à la Chine, mais aux Anglais si, parce que chez eux, ils ont réussi à se hisser sur le podium avec 29 médailles d'or. Est-ce que les Français ont les mêmes ambitions? Alors, il faut rappeler qu'ils sont partis de une médaille d'or en 96. C'est-à-dire qu'en 16 ans, ils ont réussi à en avoir 28 de plus, ou en multipliant le nombre par 29. Je pense qu'on peut dire 28 de plus, c'est plus facile. Ça veut dire qu'ils ont effectivement mis sur pied un système de haute performance qui a généré des résultats d'une incontestable qualité. Nous, on ne part pas de rien comme... ce n'était pas leur cas de partir de rien, mais ils n'avaient pas d'organisation spécifique. Aujourd'hui, le modèle sportif français sur la haute performance a une qualité indéniable. Il permet d'accéder à ce qu'on pourrait appeler le haut niveau. Nous sommes la 3e nation en nombre de qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio, ce qui montre une réelle capacité à accéder à un certain niveau. Ce qui nous manque, c'est le passage entre le haut niveau et la haute performance. C'est pour ça que l'on a souhaité les uns et les autres confier à une cellule d'experts, pilotée par Claude Onesta, dont la compétence est reconnue par tous, le soin d'optimiser la performance de chacune des fédérations. Alors, il faut donc pour cela mieux conseiller, accompagner, voire évaluer la performance de chaque fédération et donner aussi, évidemment,
les moyens qui vont avec les objectifs de cette performance. Donc c'est ce que l'on est en train de faire. Alors, est-ce que ça payera d'ici Tokyo? La réponse est probablement non, parce qu'il faut quand même du temps pour que ça produise les effets. Est-ce que ça payera d'ici Paris? On fait tout pour. Alors les Jeux sont dans 5 ans, c'est demain pour une telle... C'est demain, oui. Pour les Jeux, c'est demain, oui. Où en êtes-vous dans le calendrier? Alors, c'est bien de situer le temps parce que les Anglais ont réussi leur performance à Londres, mais à Rio, ils sont passés du 3e rang à Londres au 2e rang à Rio, ce qui veut dire que leur système a été pérenne et permet de garantir un certain niveau de performance. Alors, aujourd'hui, où en est-on pour ce qui nous concerne? On va dire qu'on n'est pas en avance, parce que on a obtenu les Jeux en 2017, et que 2018 et 2019 ont été des années de transition. Contrairement à nos amis britanniques qui, eux, avant d'obtenir les Jeux, avaient déjà mis en place un futur système capable de leur permettre d'améliorer leur performance. Donc aujourd'hui, nous, je miserai avec certitude une progression pour 2028. 2024 sera peut-être un peu court, mais avec l'élan créé par Paris 2024, on va essayer de gagner du temps en brûlant un peu quelques étapes. Donc je suis quand même très confiant. Alors je le dis, pour Tokyo, les résultats sont déjà acquis ou actés. Oui. Ça sera difficile de les bouleverser. Néanmoins, 2020 doit être une année où on puisse conforter un certain nombre de performances à travers des qualifications, voire des optimisations. Donc, c'est déjà Paris 2024 à travers les années 2019-2020. Pour l'organisation des Jeux, je pense que les questions, elles sont toujours liées aux chantiers les plus importants. Donc on a 2 chantiers importants. Sur le plan sportif, la réalisation du centre aquatique ne me fait pas trop de soucis, hormis le fait que l'implantation est soumise, comme le Stade de France l'a été à l'époque, à des dépollutions de sites. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Mais l'expérience du Stade de France, puisque le parc aquatique, la piscine principale en tout cas, est prévue de l'autre côté de l'autoroute A1, devrait se traduire par, je pense, les mêmes difficultés. En tout cas, on a l'expérience du Stade de France pour avoir quelques éléments permettant de résoudre les difficultés qui pourraient se présenter. Après, il y a le village pour lequel, comme c'est la construction la plus importante, on est effectivement attendu. Alors il faut qu'on ait un village éco-responsable, qui soit préfigurateur des logements de demain, qui puisse être un havre de paix pour les athlètes. Donc il y a plein de conditions du village de demain, de l'exemplarité qu'on peut tirer de Paris 2024, qui peut-être nécessiteront de la part des constructeurs choisis de réelles capacités d'adaptation, de flexibilité, d'agilité pour être dans les délais, parce qu'il faut quand même qu'on brille par notre ponctualité et surtout pas par du retard. Alors il y a quelques opposants au JO, comme le maire du 2e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? Il n'a pas encore été dit. Alors, c'est difficile toujours de convaincre les opposants. L'important, c'est qu'il y ait davantage de partisans que d'opposants. Je pense que toutes les éditions précédentes d'organisation de Jeux Olympiques ont montré qu'au moment de l'organisation des Jeux, le pourcentage de population qui y était favorable était extrêmement marquant. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté pour que Paris 2024 recueille le même sentiment d'adhésion. Moi, j'ai surtout envie de dire que, au-delà de la célébration des Jeux, pour laquelle je n'ai pas trop de soucis, la France est un pays organisateur de grands événements sportifs. Elle a prouvé son savoir-faire. Je ne pense pas qu'on ait de difficultés à délivrer un événement spectaculaire et remarquable. Bon, on va quand même rester humble et on sait toutes les difficultés qu'il faut résoudre. Et pour autant, l'enjeu essentiel, il se situe dans l'héritage, et en particulier l'héritage immatériel. Et c'est peut-être là qu'on a le meilleur moyen de convaincre ceux qui sont aujourd'hui dubitatifs, voire sceptiques sur ces Jeux. Si demain, on est avec un sport plus présent dans la société, on sait que le sport est générateur de santé, d'éducation, de lien social. Donc toutes ces valeurs que l'on pourra mettre en évidence sont autant de valeurs sociétales sur lesquelles miser
pour convaincre les sceptiques de l'intérêt d'avoir les Jeux, parce que les Jeux, ce n'est pas eux qui vont changer le monde. Par contre, c'est eux qui peuvent être un accélérateur pour qu'on puisse le changer. Alors, à Londres, il y a eu un gouffre financier total parce qu'ils ont dépassé largement leur budget. Est-ce que la France s'est préparée justement à cela pour éviter justement de rentrer dans le même cas de figure? Alors, deux choses pour, non pas relativiser, mais pour les mettre sur le plan factuel. Certes, Londres a dépassé le budget, mais c'était essentiellement sur des données relatives aux constructions, donc dans le budget d'investissement matériel, c'est important de le souligner, et pour autant, nos amis britanniques ont indiqué que, certes, les Jeux avaient coûté aux alentours de 15 milliards d'euros, mais ils avaient rapporté davantage. Donc, quand on fait une étude économique, on regarde toujours le côté dépenses et le côté recettes. Alors, ils ont coûté plus cher, mais ils ont rapporté plus que ce qui avait été prévu. Pour nous, à partir du moment où on a un budget relatif aux équipements, je dis bien aux équipements, qui est moindre que les organisations précédentes parce que la plupart des équipements existent et que l'essentiel des équipements nouveaux est concentré sur le village olympique, le centre aquatique et la deuxième aréna, franchement, toutes les études le montrent. Je ne vois pas comment on pourrait dépasser le budget imparti, même si c'est là que se situe le plus de risques. Quant au comité d'organisation, toutes les organisations précédentes ont montré que le budget d'organisation, c'est-à-dire ce qui permet d'organiser indépendamment des équipements, lui sera respecté, pour la bonne et simple raison qu'il y a à la fois une expérience des organisations passées et que le CIO a augmenté sa dotation auprès du COJO pour permettre de réaliser les Jeux. Donc on se rappelle que le CIO va mettre pratiquement 1,5 milliard d'euros pour que le COJO puisse disposer des moyens nécessaires. Le reste des moyens sont essentiellement liés à la billetterie. Je ne vois pas comment Paris 2024 ne serait pas un succès par rapport aux spectateurs et au marketing. Alors, il y a une zone d'incertitude parce qu'effectivement, il faut trouver des entreprises, alors de rang 1, de rang 2, de rang 3, qui s'associent au comité d'organisation pour un événement fantastique. Mais bon, les contacts qui sont pris ici et là avec le COJO montrent qu'il y a des discussions, mais qu'elles vont rapidement déboucher sur des contrats. Alors Paris, ce sont les accords de Paris, une référence en termes environnementaux. Alors est-ce que ça nous met une pression supplémentaire? Ça a été un élément d'appréciation important. La maire de Paris, qui a été le lien entre les accords de Paris et la candidature Paris 2024, a souvent insisté sur les obligations que cela générait, procurait au futur comité d'organisation. Oui, Paris a été à la pointe du combat par rapport à la protection du climat. Et Paris 2024 sera à la pointe du combat pour des Jeux durables et éco-responsables. Ce qui nous incite à être optimistes sur la réalisation, c'est que tous les acteurs se sont engagés dans ce cadre de Jeux durables, éco-responsables, avec une préoccupation qu'on puisse montrer qu'ils sont effectivement essentiels dans un futur pour les populations et pour une société qui peut être demain en recherche d'équilibre et de repères. Alors il y a des nouvelles disciplines comme le breakdance, le skateboard, qui ont été approuvées par le CIO. Où va se situer ces nouveaux sites? Un petit point d'actualité quand même, c'est la commission exécutive du CIO, et elle seule, qui pour l'instant a approuvé la proposition du COJO des 4 sports additionnels qui pourraient être au programme de 2024, le breakdance, l'escalade, le roller et le surf. Et après, il faut que des enseignements de Tokyo 2020 soient tirés la décision définitive, et ça, c'est décembre 2020. Qu'est-ce que vous attendez? Je pense que la logique voudrait que le CIO, dans sa session, approuve la position de la commission exécutive. Et si tout se passe bien pour les 3 disciplines qui seront sports additionnels à Tokyo, il y a tout lieu de penser que le CIO entérinera une position définitive des 4 sports indiqués pour Paris 2024. Mais pour l'instant, rien n'est acquis. Et ça ouvrira justement
un plus large public. Ça fera un plus large public. Le CIO a voulu des jeux tournés vers la jeunesse, donc ces épreuves additionnelles sont aussi des disciplines qui ont un impact sur la jeunesse, que ce soit l'escalade, le roller, le surf pour le côté nature et puis les grandes vagues qui font rêver, et puis le breakdance qui a peut-être surpris, mais qui est une vraie discipline sportive et dont le succès lors des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires l'année dernière a été aussi un élément important dans l'appréciation du COJO. Alors une question plus personnelle maintenant. En 2024, est-ce que pour vous, ça serait une sorte de récompense à la fin de votre carrière? Oui. Mais alors moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je suis un de ceux, peut-être celui, qui a milité le plus pour qu'il y ait une limitation d'âge au CNOSF. Donc la limitation est fixée à 70 ans au 1er janvier de l'année de l'élection. En 2021, au 1er janvier, j'aurai largement dépassé la limitation d'âge. Je suis un inconditionnel de cette limitation, donc j'ai aucun problème à ce qu'elle s'applique à moi. Je ne serai plus président du CNO à cette époque-là. Bon, bien sûr que j'aurais aimé l'être au moment de Paris 2024. C'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera et qui le fera très bien. Merci Denis Massiglia d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir joué le jeu, d'avoir été franc. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très vite. Au revoir.